Dans les années 1960, arrivait une nouvelle vague d'immigration en Israël, d'origine marocaine celle-ci. Différente donc de celle issue d'Europe centrale et d'autres pays arabes, ces pays arabes qui s'étaient débarrassés de tous leurs juifs en 1948, au moment de la naissance du nouvel État juif. Cette immigration marocaine raconte une autre histoire d'Israël, une histoire à sa manière tragique, et racontée par Michal Beganim dans ce nouveau film, Mizrahim, Les exilés de la terre promise, documentaire qui sort le 8 juin en France. Pour en parler, bien évidemment, sa réalisatrice, Michal Beganim. Bonjour. Mizrahim, en fait, parle d'abord de votre histoire. C'est un film autobiographique. Donc c'est l'histoire de vos parents, de votre père, mais c'est aussi votre histoire, puisque vous suivez vos parents du Maroc en Israël. Alors moi, je suis née en Israël, je suis née à Haïfa, c'est mon père qui vient du Maroc. Et par ailleurs, le mot Mizrahim englobe pas seulement les Marocains, mais les Yéménites, les Irakiens, tous les Juifs venus du Moyen-Orient, les Libanais, les Tunisiens, etc. Donc c'est le mot en Israël qui veut dire les Orientaux, qui est un mot un peu péjoratif quand même, dans le langage hébreu. Et voilà. Et donc, mon père arrive exactement en 67. Mon père arrive donc du Maroc. Et donc, il est quand même, par rapport aux autres Marocains, il avait fait un passage par la France. Donc, il arrive avec une certaine éducation. Et donc, quand il arrive en Israël, il s'aperçoit de l'écart social qu'il y a entre cette immigration marocaine, mais comme je disais, pas seulement marocaine, issue aussi des autres pays arabes qui sont mis dans des villes de développement. Donc les villes de développement sont soit à la périphérie des grandes agglomérations, ou alors dans le sud du pays. Alors c'est plusieurs villes comme Yerouham, Dimona, Netivot, Sderot, etc., où il y a un groupement de population de juifs orientaux, encore une fois, donc des Irakiens, des Yéménites aussi, qui sont même venus avant d'ailleurs les Yéménites, mais qu'on a mis dans la périphérie. Donc il y a comme une construction dans le pays où on a quand même séparé deux ethnies un peu différentes selon la géographie du pays. Et déjà dans la construction du pays, je dirais qu'il y a une discrimination, ne serait-ce que géographique. Et mon père a constaté ça et donc a commencé à faire un travail d'abord social, est allé dans ces villes de la périphérie pour pouvoir éduquer aussi ces jeunes qui étaient dans des établissements scolaires, disons, pauvres et où il n'y avait pas beaucoup de moyens et souvent qui ne leur permettaient pas d'accéder à des études supérieures. Et donc il a essayé pendant un certain temps de faire un vrai travail social dans ces villes de périphérie. Il y a ces villes de développement, notamment je raconte juste l'histoire de Yerouham, qui est une ville où d'ailleurs un des premiers personnages du film raconte comment s'est construite cette ville, où on emmenait quand même par bus des gens au milieu du désert où il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait absolument rien. Et ils ne savaient même pas en fait qu'ils allaient à Yerouham. C'est ce fin fond du désert. Ils pensaient qu'ils allaient à Jérusalem et on les a conduits pendant la nuit, etc., sans qu'ils sachent où ils allaient. Il y a comme ça eu ce que je disais, une discrimination géographique selon l'ethnie des gens. Et à l'agent juive, quand les gens arrivaient, et ça c'est quelque chose que mes parents m'ont raconté, c'est qu'ils demandaient, il y avait 2 bureaux déjà selon l'origine, et puis ils demandaient évidemment les pays d'origine. Et selon en fait l'origine, ils mettaient des gens dans certaines villes et pas d'autres. Mon père s'était heurté à un mur, ce que l'on appelle aujourd'hui le plafond de verre. C'est que ces élèves n'avaient pas leur place dans les échelons supérieurs de la société, que la société n'avait pas de place pour eux. Et mon père a constaté avec effarement que l'on se servait des Mizrahim pour créer un sous-prolétariat, une main-d'œuvre
corvéable et bon marché. Quel est ce mouvement des Black Panthers, copié en partie sur leurs homologues noirs américains à la même époque? Alors, c'est un mouvement qui est né dans le quartier de Jérusalem, le quartier pauvre de Jérusalem, qui est la Mizraha, et qui était un quartier essentiellement peuplé de Marocains, puisqu'il y avait aussi à l'intérieur des villes des divisions selon les quartiers. Il y avait par exemple les gens qui étaient à Rehavia, c'était des populations plus ashkénazes, et puis le quartier pauvre, qui était un quartier d'ailleurs arabe avant, était peuplé de Marocains. Ils vivaient dans des conditions quand même d'insalubrité extrême et de pauvreté, avec des conditions de travail, enfin, souvent sans travail ou alors des conditions de travail déplorables. Et il y a eu donc un mouvement de révolte de ces gens-là qui est né en fait à Jérusalem. Et ensuite se sont joints plusieurs personnes qui ont adhéré à ce mouvement, qui était un mouvement de revendication sociale, qui a copié les Black Panthers américaines. Il y avait quelques Ashkénazes qui ont rejoint ce mouvement, et on le voit dans le film d'ailleurs, un Américain notamment, Bill Friedman, et quelques autres. Et c'était un mouvement de révolte, c'était un mouvement violent, et c'était un mouvement voilà, qui a vraiment copié un peu le mouvement, enfin qui s'est vraiment inspiré du mouvement des Black Panthers aux États-Unis. אז מחליטים להקים את הקבוצה הזו שתיקרא על שם הפנתרים השחורים בארצות. ארגנו את ההפגנה הזו ויצאנו לרחוב. די לנו מהקיפוח, די לנו מהאפליה, די לנו מהגזענות. מעבדות לחירות. Est-ce que ce mouvement, donc, dont votre père est une des chevilles ouvrières, est-ce que ce mouvement obtient des gains politiques? Est-ce qu'il change quelque chose? Alors, il fait prendre conscience à la société israélienne d'un phénomène de discrimination. Je pense que c'est à partir du mouvement des Black Panthers que les gens dans la société israélienne ont compris et ont constaté, disons, cette discrimination, constaté qu'il y avait des endroits où il y avait des Mizrahim qui étaient regroupés, où il y avait une pauvreté, où il y avait un décalage social et où il y avait un problème d'éducation, parce qu'il y avait toute une charte en fait assez claire des Black Panthers qui avait un certain nombre de revendications et sur l'éducation et sur, enfin, voilà, sur le social et sur le politique, etc. Et donc c'est un mouvement qui a fait du bruit en Israël, quoi, et dans les médias, et on en a beaucoup parlé. Donc pour la première fois, ça a réveillé les consciences en Israël. Il se déroule durant quelles années exactement? Dans les années 70. D'accord, donc au début des années 70, on va dire avant la guerre de Kippour. Juste avant la guerre de Kippour. Exactement 71. Et jusqu'à... je dirais que la guerre de Kippour a effacé ce mouvement, parce qu'il y a eu une guerre qui a été extrêmement traumatisante pour Israël, et donc qui était une guerre qui a un peu effacé tous les mouvements sociaux, et tout le monde s'est retrouvé au front, et donc tout ça a été un peu oublié. La survie du pays était à un moment voilà, menacée, donc les priorités devaient être autres. Exactement, et tout le monde tout d'un coup s'est retrouvé au front aussi, mon père aussi, et donc voilà, il y avait quelque chose d'ordre de l'urgence de la survie qui a fait que ce mouvement un petit peu n'a pas vraiment abouti. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement n'a pas vraiment été soutenu quand il a émergé par la gauche israélienne. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, par exemple, pour comparer avec le mouvement des Black Panthers aux États-Unis, c'est un mouvement qui a été soutenu par la gauche américaine. En Israël, la gauche qui était au pouvoir, d'ailleurs, c'est le Parti travailliste. Qui est au pouvoir depuis la création du pays. Tout à fait, c'est Golda Meir, qui était à ce moment-là au pouvoir, ne soutient pas ce mouvement, au contraire, le méprise. Et donc, de là, c'est un mouvement qui n'a pas réussi à se politiser, à créer vraiment un pôle politique et avoir une force politique, parce qu'il n'a pas trouvé d'ancrage et de soutien politique, en tout cas à gauche. Et alors, il y a certains membres des Black Panthers qui ont rejoint l'extrême gauche de l'époque et qui ont rejoint l'extrême gauche qui était
une extrême gauche avec les Arabes en fait, qui était le parti de Matzpen de l'époque et qui était un parti arabe juif. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont réussi à avoir quelques-uns des places à la Knesset qui ont été représentés d'une façon extrêmement minoritaire en Israël. Mon père entend la révolte qui gronde dans le quartier pauvre de la Mizracha à Jérusalem. C'est un cri d'impuissance. Il rejoint Reuven Abergel, Saada Marciano et Charlie Beaton, ces Marocains qui habitent le ghetto Mizrahi. Ils entendent parler du mouvement des Black Panthers américains et se reconnaissent dans leur lutte. Ils vont reprendre, point par point, le manifeste des Black Panthers jusqu'à leur slogan et leur iconographie. Les panthères noires ont fait voler en éclats le mythe de la terre promise. En mai 71, ils sont plusieurs milliers sur la place Kikar Tzion à Jérusalem. La police leur a refusé le droit de manifester, mais ils ont la rage au cœur et descendent dans la rue. Mon père manifeste avec les panthères noires. Au milieu de ce tourbillon de révolte, il distribue des tracts, casse des vitres. Ces hommes à qui on a inculqué la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, sont devenus les Marocains à Sakin, les Marocains au couteau. La première ministre de l'époque, Golda Meir, dit à leur propos « Amlon Echmadim », ils ne sont pas gentils. Vous, parce que le film est en même temps à la fois documentaire, synthétique, prend plusieurs points de vue, puis c'est en même temps votre histoire. Pas seulement celle de votre père, mais la vôtre. Et donc, comment se passe, vous, votre enfance, fille de Mizrahim? Alors moi, quand j'étais petite, je ne me rendais absolument pas compte de la différence sociale. Enfin, quand on est enfant, je pense qu'on ne se rend absolument pas compte des problèmes de périphérie. On est même assez heureux d'être dans des endroits où finalement, voilà, il y avait quand même... c'était pas la misère, voilà, c'était quand même des endroits... où il y avait beaucoup d'enfants. Vous étiez à Haïfa? On était à Haïfa, mais dans des quartiers un peu plus... Oui, mon père... C'était une ville mixte. Oui, Haïfa. Mais mon père a été c'était un peu une exception, parce que lui, d'abord, il s'était battu pour avoir un logement spécifique. Il avait refusé les premiers logements qu'on lui avait demandé. Il s'était battu avec l'agent juif pour avoir un logement plus voilà, à Haïfa, et ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et en plus, comme il était aussi au Technion, à l'école polytechnique, il avait quand même un statut un peu différent. Mais c'était une exception. Je me suis plus rendu compte de la discrimination quand je suis venue en France, en fait. Parce que quand on est venu en France, enfin, c'est ça que le film raconte, c'est que finalement cette histoire de discrimination, elle est assez universelle. Absolument. Et, les derniers arrivés sont toujours les moins bien servis. Et c'est l'histoire de toutes les immigrations, et on s'est retrouvés, comme beaucoup d'immigrés, en périphérie, en banlieue. Et je pense que là, moi, étant déjà plus âgée, j'ai vraiment ressenti ce que c'est d'habiter dans une périphérie et d'habiter en banlieue et de ressentir ce que c'est vivre en périphérie. Oui, vous étiez à Arcueil, Arcueil. C'est ça. Ouais. Et de ressentir ce que c'était de vivre à Paris. Et pourtant, Arcueil, c'est tout près de Paris. Mais il y avait un énorme fossé entre Paris et la banlieue. Et quel bilan aujourd'hui tirez-vous justement en Israël, dans l'Israël, un demi-siècle plus tard, environ plus d'un demi-siècle plus tard après l'arrivée de votre père dans ce pays? Comment regardez-vous les inégalités, on va dire, ashkénaze-séfarades, pour employer de grands termes? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont quand même réussi à s'en sortir, mais il suffit de regarder les statistiques pour constater que, par exemple, à l'université, les orientaux sont quand même très minoritaires, que les professeurs sont minoritaires, que tout ce qui est accès donc à une éducation supérieure, les Mizrahim sont minoritaires. Là où ils arrivent là où ils ont accédé à quelque chose, c'est dans la musique, c'est dans la cuisine, etc., où ils sont reconnus. Mais voilà, la culture arabe
a commencé, arabe juive, on va dire, a commencé à être reconnue, appréciée, mais dans certains domaines uniquement. Voilà. Après, je trouve qu'il y a un grand déni sur cette question en Israël et que c'est un problème qui pour les gens, la plupart des gens disent que c'est un problème du passé, on va dire, alors que pour moi, il y a encore... il y a deux points de vue sur cette question. C'est une question présente, quoi. C'est une question, pour moi, qui est très présente. Et évidemment, si on interroge les Mizrahim, ils vont avoir un discours très très différent des Ashkénazes sur cette question. Michal Bogani, merci beaucoup. Donc je rappelle que votre nouveau documentaire, Mizrahim, les oubliés de la Terre Promise, sort sur les écrans français le 8 juin prochain. Mon père arrivait en Israël avec l'illusion que les Juifs formaient un peuple uni et indivisible. Il y avait 2 bureaux à l'office d'immigration, l'un pour les Juifs venus d'Europe et l'autre pour les Juifs venus de pays musulmans, du Maroc, d'Algérie, d'Irak et du Yémen. On les appelle ici les Mizrahim, les Orientaux. זאת אומרת, מאז ומתמיד ציירו את המזרחי כאלים, כטיפש. שהבנות צריכות ללמוד להיות מטפלות, והבנים צריכים ללמוד להיות מוסכניקים וחשמלאים. אני לפני 20 שנה שמעתי שלקחו לסבתא שלי ילד. אבל כולם גנבו הרבה לתימנים. אין. אין בית ספר, אין גני ילדים, אין קופת חולים, אין עבודה להורים. הדבר הזה מקונן בהרבה שנים שאני מרגיש שהתרבות שלי היא זרה בסוף למדינה, ומרגיש פה גם באיזשהו חוויה לוקח את זה למקום קיצוני שאני מרגיש פה קצת זר. זה מאוד מאוד בולט, האפליה והדיכוי. בסדר, אנחנו כמובן נמשיך להיאבק בזה, ולא ניתן לאף אחד לבוא ולומר על ההורים שלנו ועל המשפחות שלנו פושעים. Comme mon père l'avait fait avec moi, ma fille, je veux te montrer ces villes qui se ressemblent, ces nouveaux visages, pour que tu saches toi aussi que cette histoire n'est pas finie.